Alors, on ne s'est pas concerté avec, avec le député, mais je vais commencer en disant qu'a priori, il ne viendrait à l'idée de personne de couper la branche sur laquelle il est assis. Mais c'est facile de le dire quand on a cette image sous les yeux, parce qu'on voit clairement la situation et on pressent bien ce qui va se passer. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Ce que je veux dire par là, c'est dans la façon dont nous prenons nos décisions au quotidien, et notamment les décisions les plus structurantes. Est-ce que l'on est certain d'avoir la meilleure vision possible, le meilleur niveau d'information? Et c'est ce que je vous propose de creuser un petit peu dans les quelques minutes qui viennent. Alors, sur l'écran que vous avez devant vous, si je vous demande ce qui va se passer, ben vous allez me dire il va y avoir un choc, le choc va être transmis entre les billes, et puis la bille qui est le plus au bout va à son tour s'écarter et puis entretenir un mouvement jusqu'à ce que ce mouvement s'arrête. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans un contexte stable et connu, euh, les résultats, c'est assez simple. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc c'est assez facile, entre guillemets, d'anticiper, de dessiner l'avenir. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, dans un monde que l'on qualifie d'incertain, et incertain pas uniquement du fait du Covid et de la pandémie, nos repères changent, nos certitudes sont ébranlées, et les recettes du passé ne fonctionnent plus forcément aussi bien. Et plus encore que d'habitude, peut-être, la nécessité de vraiment prendre conscience que l'avenir n'est pas un simple prolongement du passé, mais que c'est un choix parmi des possibles. Comment je les connais, comment je fais pour élargir mon champ de vision et embrasser le plus largement possible ce que je connais, ce que j'appréhende en vue de décider. Alors ce que je vous propose, c'est de partir basiquement d'un point de départ et à partir duquel on va prendre de plus en plus de hauteur. Et moi, j'aime bien partir de ce qui fait mon quotidien, de ce qui fait le quotidien de tout un chacun, à travers des choses très simples, qui est nous avons tous besoin de manger, de nous habiller, de nous loger, de nous déplacer, de prendre soin de nous former, de nous divertir, de nous cultiver. Et en fait, pour satisfaire ces besoins, nous avons développé un modèle, et là je vais enfoncer un peu des portes ouvertes, mais j'aime bien enfoncer des portes ouvertes, c'est-à-dire que nous avons besoin de matières premières, minérales ou d'origine vivante, que nous transformons à partir d'énergie et de travail humain, pour ensuite pouvoir en bénéficier sous forme de biens ou de services. Et c'est certain, quand on regarde les 70 dernières années, si on réfléchit à l'espèce, enfin, à la population, à l'humanité en tant qu'espèce vivante, ça a plutôt bien fonctionné, puisque sa population, en 70 ans, a quasiment quadruplé. Et non seulement elle a quadruplé, mais son espérance de vie augmente sans cesse. Donc, plus vous êtes né récemment et plus vous avez des chances de vivre longtemps. Mais bon, si on regarde de façon un peu plus affinée ce que je qualifie de modèle, en fait, et je pense que vous l'avez vu, il y a un espace à droite qui est vide, qui est quand même je jette. Et concrètement, si on essaye de quantifier au lieu de simplement énoncer ce constat, c'est que aujourd'hui, à l'échelle mondiale, moins de 10% des minerais qui sont extraits sont recyclés. En Europe, c'est de l'ordre de 12%. Et quand on se tourne vers la question des sources d'énergie que nous utilisons, 90% des sources d'énergie que nous utilisons sont non renouvelables. Et en plus, j'ai envie de dire, c'est dans cette séquence j'extrais, je produis, je consomme, je jette, en fait, c'est pas tellement je consomme, c'est plutôt je surconsomme. Et donc, ça veut dire que, quelque part, je surextrais. Je surprélève dans la nature, ce qui fait que, finalement,
on est en train de consommer plus que la capacité de charge de la planète. On estime 1,7, c'est peut-être 2, c'est peut-être 1,6, mais au-delà de ce que la planète peut produire durablement. Donc ça veut dire clairement qu'il y a une vraie question d'enjeu stratégique autour du niveau des stocks de ces matières, de ces énergies, et également d'approvisionnement. Où sont ces stocks? Et donc, c'est tous les enjeux de géopolitique. Et puis, il y a quand même quelques désagréments qui ont été évoqués précédemment, des pollutions diverses et variées. Ça a été évoqué, je ne vais pas y revenir, des émissions de gaz à effet de serre dont on entend parler et qui sont à la base de l'urgence climatique. Et puis, si on regarde un peu plus précisément ce qui est au cœur du moteur, alors je l'ai déjà dit, mais je le reprécise, finalement, le niveau de production en sortie est directement dépendant de notre consommation et de notre empreinte matérielle, que ce soit énergétique ou matière première. Et même plus précisément, ce niveau de production est directement dépendant aujourd'hui de la disponibilité du pétrole. Et pourquoi? C'est tout simple, et la pandémie l'a bien mis en lumière. Sans pétrole, il n'y a pas d'éclatement de chaînes de mondialisation comme on les connaît. Donc ça, c'est un premier point. Et puis un deuxième point, et j'ai envie de dire, en tant qu'ingénieur, c'est quelque chose auquel j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on nous apprend aussi, c'est que finalement, à besoin identique, on a besoin de moins en moins de temps de travail humain, puisqu'on utilise de l'énergie pour remplacer l'énergie humaine et la matière. Ce qui pose des questions de, finalement, ces gains de temps de travail, quelle répartition? Et puis derrière, c'est aussi que ça vient alimenter un système financier qui est devenu complètement fou. Et j'ai envie de dire qu'on pourrait qualifier de carrément spéculatif aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'est absolument plus au service de l'économie réelle, de nos activités et de notre quotidien. Et une fois que j'ai dit ça, en fait, est-ce que c'est grave? Parce que tout entrepreneur qui s'est lancé, qui investit, sait qu'il y a des moments où on a besoin, entre guillemets, d'emprunter sur l'avenir. Et c'est logique. Mais alors, ce que je vous propose pour réfléchir à cette question, de savoir si c'est, entre guillemets, grave, c'est de prendre un petit peu de hauteur, de sortir là de notre quotidien et de nous poser la question et de nous interroger quelques minutes sur la vie et de nous resituer dans une perspective historique. L'univers a priori un peu moins de 14 milliards d'années, la planète Terre sur laquelle nous vivons un peu moins de 5, et la vie proprement dite a commencé à exister il y a un peu moins de 4 milliards d'années. Et c'est un processus lent, 4 milliards d'années pour arriver à ce que nous sommes. Et j'ai envie de dire, les questions qui se posent et qu'il est intéressant de prendre en compte, c'est quelles sont les conditions qui rendent la vie possible sur Terre, qui rendent ce qui fait que nous pouvons vivre, manger au quotidien. Et pour cela, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il y a une équipe de scientifiques interdisciplinaires du Stockholm Resilience Center qui a identifié un certain nombre de processus naturels, une dizaine, qui sont interdépendants et interagissants. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y en a 3 qui sont d'ordre globaux, c'est-à-dire qu'on pense tout de suite à l'échelle de la planète, et puis les 7 autres qui sont dans des domaines à des niveaux plus locaux ou plus régionaux, mais qui derrière interagissent entre eux et interagissent de ce fait au niveau global. Donc, pour faire une petite représentation, parce que moi j'ai eu besoin de comprendre et de simplifier, de pouvoir aussi l'expliquer à mes enfants. En fait, grosso modo, ce qu'il faut comprendre, mais ce qu'on ne voit pas avec nos yeux, ce qu'on ne perçoit pas avec nos sens, c'est que la Terre, les espaces marins, l'air, l'atmosphère, même la cryosphère, ce qu'on appelle tout ce qui est gelé, échangent en permanence à travers un certain nombre de cycles. Et ce que nous disent aujourd'hui les scientifiques, que ce soit les scientifiques du climat ou les scientifiques spécialistes de la biodiversité, alors je vais dire un poncif, mais c'est que les activités humaines sont entrées en interaction avec ces processus. Et j'ai envie de dire, cette interaction, c'est plus qu'un verre d'eau qu'on renverse sur une table et qu'on peut essuyer et ça disparaît, la tâche disparaît. Non, on vient vraiment, par nos activités,
influer et perturber la chimie de ces cycles. Et au-delà de certains seuils, ce qui pose les questions de la durabilité des conditions de vie dont nous disposons aujourd'hui sur Terre. Alors, je ne vais pas vous détailler ce graphique. Et j'ai envie de dire, mais comment c'est possible tout ça? Parce que, alors j'aurais pu remonter même encore un peu avant, en 1987, c'est le rapport Brundtland qui, Notre avenir à tous, qui attire déjà notre attention sur les générations futures. C'est le président Chirac qui, en 2002, nous dit « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». 2010, la norme ISO 26000 qui est au cœur de la RSE, de la RSO même, pour ne pas la limiter aux entreprises. Et puis 2015, plus récemment, les accords de Paris, les objectifs du développement durable. Mais quand on regarde, si on regarde juste l'indicateur de l'augmentation des gaz à effet de serre, finalement, tous ces beaux discours ne sont pas encore suivis d'effets. Et alors pourquoi? Alors ça a été un petit peu déjà abordé en fait, puisque moi j'accompagne des dirigeants d'entreprise depuis 15 ans et donc je les accompagne notamment sur la réflexion stratégique et très récemment je me suis posé cette question, mais pourquoi la stratégie qui est une discipline qui vise à anticiper, pourquoi est-ce que finalement elle nous conduit collectivement à ce que les résultats ne suivent pas? Et en fait, dans les outils classiques de la stratégie telle qu'elle est encore pratiquée largement aujourd'hui, on commence par croiser un certain nombre de domaines, c'est-à-dire qui je suis, quelle est mon identité, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et puis, je m'intéresse à mes clients, à mes acheteurs potentiels. Qui sont-ils? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qui peut répondre à ces attentes? Avec quelle offre? Ou quelle offre directe ou quelle offre indirecte? Et puis tout ça, j'essaye de prendre en compte le contexte global, que ce soit les tendances ou les évolutions macro. Alors pour ceux à qui ça parle, c'est grosso modo le modèle des 5 forces de Porter qu'on associe avec l'approche Pestel. Mais en fait, je me suis dit, mais cette dimension de frontière planétaire, puisque c'est de ça dont il s'agit, ces fameuses conditions de vie, à aucun moment on ne pose la question, on ne les prend en compte dans la réflexion stratégique. Aucun moment. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, et là c'est pour rentrer de façon un peu plus concrète, j'ai envie de dire, sauf si vous avez fait vous-même un certain nombre de démarches, vous n'avez probablement pas au quotidien l'information qui vous permet d'identifier assez finement la façon dont votre activité, dont vos activités dépendent de ces mécanismes du climat, du stock des matières premières, des énergies fossiles, de la stabilité sociale, de la biodiversité. Ce sont des choses qui sont un peu impensées parce qu'on les considère comme des acquis. Donc, vos dépendances, mais aussi la façon dont nos activités peuvent les impacter. Mais j'ai envie de dire aussi, comme on ne connaît pas bien, on passe peut-être à côté des opportunités qui y sont liées. Alors, si on cherche vraiment à creuser et aller au bout des choses, la question, en fait, elle est toute bête, c'est qu'on a quand même un gros problème de boussole. Et ce problème de boussole, c'est un problème qui est en fait le fait que nous ne comptons pas tout ce qui compte. Et d'ailleurs, le point qu'évoquait Julien sur la prise en compte financière économique de la réalité, c'est quelque part dans les discours, quand on aborde ces questions, c'est toujours ça. C'est oui, mais il y a une réalité économique. Alors j'ai envie de dire, il y a plutôt une réalité financière, monétaire. Et ce qui est caractéristique, c'est qu'aujourd'hui, l'indicateur utilisé par les États et les institutions pour penser la suite, et même au cœur des objectifs du développement durable, il y a encore cette notion de croissance mesurée par le PIB, qui est un indicateur, quand vous l'étudiez un petit peu, vous apercevez que c'est quand même, il comporte quand même beaucoup de limites. Par exemple, si vous avez une pollution et que vous faites intervenir des entreprises pour nettoyer ces pollutions, ça contribue au PIB. Le PIB ne vous donne aucune information sur le niveau des stocks restants ou sur l'évolution des stocks de matières premières ou d'énergie non renouvelables. Et puis ensuite, comme c'est un simple outil mathématique, il n'y a pas de limite supérieure. Donc, je vous rappelle qu'on vit sur une planète qui est a priori finie, en tout cas pour ce qu'on en connaît aujourd'hui. Et ça, en fait, ça a une déclinaison très concrète qui est dans la comptabilité générale des entreprises
et qui s'imposent aujourd'hui à l'échelle mondiale. C'est quasiment un peu les mêmes règles partout au niveau mondial, qui fait qu'effectivement, on focalise sur, et ce qui est normal, sur, ben oui, mais il y a une réalité financière. Parce que la comptabilité générale aujourd'hui ne protège que le capital financier. Le capital humain et naturel n'est aujourd'hui pas pris en compte dans ce qui fait le quotidien et la saisie de l'information la plus élémentaire. Aujourd'hui, pas d'entreprise sans comptabilité. Pas d'entreprise sans comptabilité. Et pourtant, les attentes sont là. Anthony Sellier l'évoquait tout à l'heure. Moi, je vous mets quelques éléments d'un baromètre ADEME Greenflex qui vient de sortir sur la consommation responsable, qui indique que pour la France, c'est un panel représentatif de 1000 personnes, plus de 90% des Français, en tout cas des Français qui ont été interrogés dans ce panel représentatif, considèrent qu'il faut revoir tout ou partie du modèle économique. Et il y en a même un peu plus de la moitié qui considèrent qu'il faut le revoir fondamentalement. Que finalement, et je pense que l'épisode Covid y a aussi contribué, on s'interroge de plus en plus sur le sens de nos achats et sur la pertinence de nos achats. Et puis sur une demande aussi, et c'était évoqué par Anthony Sellier, des choses plus simples, des produits plus simples, plus respectueux de l'environnement, mais aussi des inégalités économiques et sociales. Et je trouve que dans ce baromètre, il y a un dernier point qui est intéressant et qui donne là, j'ai envie de dire, encore des pistes de motivation, c'est que près de 80% indiquent que la publicité a un rôle à jouer pour nous montrer des comportements vertueux, pour mettre en valeur des produits et des offres qui sont vraiment responsables. Alors les attentes sont là, et puis j'ai envie de dire, nos enfants ont besoin de nous. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une enquête là, qui a été menée par Ipsos, Boston Consulting Group et la Conférence des grandes écoles auprès de 2000 étudiants. Et clairement, ils crient, enfin, j'ai envie de dire, c'est un appel au secours, quoi, avec ce besoin de sens. Et en même temps, ils crient, mais je peux vous dire qu'ils bougent pour les côtoyer à travers notamment le mouvement qui s'appelle Pour un réveil écologique. Et aujourd'hui, ils contribuent à accélérer ce qui est en train de se passer dans les universités, dans les grandes écoles d'ingénieurs et dans les grandes écoles de management, qui est une révision et une refonte des programmes. Et localement, pour être très concret, et ça vous sera présenté après avec Montpellier Management, mais c'est aussi l'école Polytech de Montpellier ou encore Montpellier Business School. Et puis, cette réforme, finalement, ils sont en train d'apprendre tout un tas de nouvelles choses, de nouveaux mots, de nouveaux concepts, de nouvelles approches. Je ne vais pas m'y attarder, et notamment, et je l'ai mis en rouge un peu, c'est cette notion de comptabilité multicapitale qui est un vrai levier. Et j'ai envie de dire, tant qu'on n'aura pas réussi à faire adopter, on va quand même avoir un certain nombre de difficultés à aller au bout de nos transformations. Et puis, les institutions et les réglementations bougent. Récemment, l'ADEME, qui s'appelait l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a été renommée en Agence de la transition écologique et propose aujourd'hui, et c'est très récent, depuis quelques semaines, des parcours de formation, de sensibilisation sur la notion de transition systémique. C'est-à-dire, on parle beaucoup de transition énergétique, mais c'est plus large que ça. Et plus récemment encore, j'ai découvert ça il y a à peu près 2 semaines, l'État a mis en place un site internet qui s'appelle impact.gouv.fr qui vise à permettre aux entreprises d'anticiper l'évolution des réglementations et de la réglementation notamment européenne sur les rapports de performance extra-financière qui doivent évoluer d'ici 3-4 ans. Donc ça bouge, mais les entreprises aussi bougent. Des associations, enfin des collectifs d'entreprises sont en train de lancer des conventions d'entreprise pour le climat, à l'image de la Convention citoyenne. Il y a des grandes entreprises qui se projettent, c'est quoi un monde bas carbone en 2050, et puis la biodiversité aussi. Alors ça vous parle peut-être pas encore beaucoup, la biodiversité, parce que c'est un mot, derrière se cachent beaucoup de choses, mais vous voyez, il y a pas que les grosses entreprises. La CPME a lancé en début d'année un guide à destination des plus petites entreprises. Alors la question, c'est est-ce que je suis concerné et en quoi
Moi, entreprise plus locale, je suis concerné parce qu'effectivement, ce dont je vous ai parlé, c'est plutôt sur un niveau très macro. Alors, j'aurais pu vous le faire sur la France, parce que là, il y a des éléments. Sur le Languedoc, je ne les ai pas forcément. Mais j'ai envie de dire, il y a quelques motivations un peu rationnelles. Et les premières, c'est ce que j'ai essayé de faire en parlant de la question des stocks en entrée, c'est bien être dans une logique d'anticipation des risques et des dépendances de mon activité par rapport aux transformations en cours, aux transformations physiques et aussi pour réduire mes impacts. Donc ça, c'est une première motivation, j'ai envie de dire, raisonnable. Une deuxième, c'est effectivement qu'il y a des opportunités à identifier. Il y a besoin de répondre, et ça a été aussi évoqué, à la question de sens de mes équipes actuelles, mais de mes futurs collaborateurs. Et puis j'ai envie de dire, c'est aussi une façon de montrer, parce que ça me semble vraiment important, qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés. L'ensemble du monde, et notamment le monde économique, est en train de bouger. Et puis ça peut être aussi prendre conscience qu'en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, nous avons quand même, et vous avez développé des capacités qui sont celles dont on a besoin pour transformer. C'est-à-dire jouer collectif et prendre des décisions qui sont forcément imparfaites, mais qui créent le mouvement. Et ça, j'ai envie de dire, comme pour un citoyen lambda, se dire que du jour au lendemain, on ne peut pas transformer comme ça. On aimerait bien se réveiller demain matin en disant « ça y est, on a tout résolu ». Mais effectivement, et c'est ce que rappelait Anthony Seillet tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait de la fermeture de la centrale des hommes et des femmes qui y vivent? Et puis, j'ai envie de dire plus simplement, parce que ça, c'était des choses un peu rationnelles, mais finalement, que sont devenus nos rêves? Que sont devenus vos rêves? Et puis, j'ai envie de dire ce que j'ai essayé de vous présenter aussi. Alors, c'est vrai qu'on peut le prendre sur un aspect un peu catastrophique, anxiogène, en se disant, mais le constat est quand même pas sympa. Mais on peut aussi se dire, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas devant le plus grand défi entrepreneurial de l'histoire de l'humanité? Celui de construire un monde durable et désirable. Pas uniquement durable, mais désirable aussi, dans lequel on a envie de vivre. Et j'ai envie de dire, vous pouvez, et vous en faites peut-être déjà partie, faire partie de la solution. Et j'ai envie de dire que quand vous vous posez la question, qu'est-ce que vous ressentez quand vous dites que je peux faire partie de la solution qui fait émerger un monde durable et désirable? Alors évidemment, ce n'est pas gagné, parce que ce modèle dans lequel nous baignons instille un certain nombre de croyances, de comportements qui sont ancrés et dont on n'a pas forcément conscience. Mais j'ai envie de dire, rappelons-nous qu'il y a encore 400 ans, on pensait que la Terre, c'était le centre de l'univers, et que si vous disiez le contraire, c'était on vous coupait la tête. Enfin non, on ne coupait pas la tête, ou on pendait plutôt à l'époque. Et pourtant, j'ai envie de dire, aujourd'hui, si on regarde ça, on a envie de rire. Mais comment c'est possible? J'ai envie de dire, imaginez-vous en 2050, en 2100, où nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants qui nous regarderont et qui nous... Mais c'est quoi ce système qu'ils ont développé? Donc oui, on a capacité à faire. Il faut aller chercher nos croyances, nos motivations. Mais il est effectivement possible, en tout cas moi je le crois, enfin c'est plus une croyance, de raconter une autre histoire, de compter autrement. Et puis je vous propose une dernière prise de recul à travers la première photo qui a été prise depuis la Lune et qui a été baptisée Levée de terre. Et ce que l'astronaute Bill Anders, qui a pris la photo, a dit en revenant de la mission sur laquelle ils sont allés quand même marcher sur la Lune. Nous sommes partis explorer la Lune, mais c'est la Terre que nous avons découvert. Et je crois que nous aussi, nous avons besoin, individuellement et collectivement, de redécouvrir ou de découvrir cette planète sur laquelle nous habitons. Merci de votre attention et puis bonne matinée.